Bienvenue dans ce podcast. Je me permets juste de prendre la parole avant que vous ne rentriez à l'intérieur. Déjà, merci beaucoup à tout le monde qui a écouté le premier épisode. C'est vraiment sympathique de votre part. Et puis, merci encore aussi à ceux qui ont mis des notes sur les différentes applications. J'avais vraiment pas réfléchi au fait que ça pourrait être pertinent. Quand j'ai vu que c'était quelque chose que vous faisiez, j'étais vraiment contente. Euh, c'est ça, c'est un petit projet que j'ai depuis un petit moment et puis je suis contente de voir que ça suit au niveau de vous et puis que vous appréciez un petit peu le format. Euh, Ce podcast-ci, malheureusement, j'ai eu un problème technique avec, un premier problème technique parce que ça n'a pas enregistré avec mon premier invité. Puis pour le deuxième, j'avais mis un micro de backup justement pour éviter le problème. Et puis ça fait qu'il y a quelques 10 minutes du podcast quelque part qui va être un petit peu plus métallique parce que j'ai essayé de rattraper l'audio de mon micro de backup et ça n'a pas fonctionné. C'est les problèmes, c'est les problèmes. Mais vous savez, lorsque j'écoute des podcasts actuellement, il y a pas mal de gens qui commence à avoir très très peur des IA, en fait, de l'intelligence artificielle qui est capable de faire des podcasts relativement facilement maintenant, surtout celle de Google. Et puis, j'ai le bonheur de vous annoncer que, à défaut, mes scripts et ma voix et les invités que j'ai sont totalement humains et puis que ça vient avec tout un tas de problèmes comme la voix de robot que vous allez entendre à un certain moment. C'était une vraie personne à l'origine. J'ai pas réussi à la faire paraître à nouveau aussi belle qu'elle aurait dû. J'ai définitivement besoin d'acheter plus de micros partout. Mais j'essaie de faire de mon mieux, et c'est ça qui est important. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'épopée des infâmes. J'ai avec moi Sophie, comme vous l'entendez, et aujourd'hui nous allons parler de lobotomie. Donc j'ai fait un script à l'origine que nous n'avons pour l'instant absolument pas lu. Néanmoins, je vais quand même partir avec. Je confirme que je n'ai pas lu les pages. Énormément, faut que je le lise. Moi, je dois lire mon script, autrement je ne sers à rien ici. Bref, le crâne est un endroit merveilleux dans lequel se passent toutes les crises d'anxiété que tu vis chaque jour en tant qu'humain qui galère à te nourrir correctement car les gens voient la nourriture comme un moyen de s'enrichir et non la réponse à un besoin élémentaire de la vie. Ah, c'est de là que ça vient, De quoi? les crises d'anxiété. Entre autres. Mais il y a un gars avant qui te permettait vraiment de devenir zen même si tout te manque. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui avait vraiment la santé mentale à cœur et qui a passé sa vie à sillonner l'Amérique du Nord pour offrir des soins. À grands coups de pic à glace modifié. J'allais dire, ouais. C'est ça. Bienvenue dans l'épopée des infâmes. Aujourd'hui, on va parler de Walter Freeman. Ouh. Donc, quelqu'un de quand même pas mal connu. C'est quand même un nom assez powerful. J'ai pris 2-3 petites tangentes pendant l'écriture de cet épisode. 2-3 petites tangentes. Il y a un moment où j'ai écrit qu'il fallait que j'arrête de faire des tangentes. Donc, c'est te dire à quel point j'en ai fait, parce que d'habitude, je me fais plaisir. Oh, ben, j'aime bien les tangentes. Ah ben, Tu m'excuses si une fois de temps en temps, je vais juste dire Walter Freeman. Parce que c'est juste un nom cool. il n'y a pas de problème. Ok. Lui-même le disait sans doute de cette manière-là. C'est ce que je me dis. Il est américain? Oui. Ok. Puis c'était Walter Freeman 2. Deux? Donc il y a des aigles derrière son nom. Oui, absolument. Walter Freeman. Mais c'est pas un aigle, je sais pas quel bruit Ouais, ça c'est fait ça, un genre aigle. cuit-cuit. Miaou. La fiche. Donc, je me suis perdue. Je suis partie faire une tangente sur la trépanation pour commencer, parce que c'est rigolo. Il va falloir que tu m'expliques c'est quoi, Une trépanation? s'il vous plaît. Une trépanation. Jouer avec le crâne des gens est une manière super legit de gérer certains problèmes. La trépanation, c'est une pratique effectuée depuis de longs millénaires dans notre histoire. C'est juste faire un trou dans le crâne. Ah mon dieu, fallait le dire. Bah oui. C'est juste faire un trou dans le crâne, pas obligatoirement toucher au cerveau, juste faire un trou. Pour aérer les méninges, dans le fond. Ouais, absolument. Mais c'est quelque chose qu'on a trouvé durant le néolithique ou quelque part par là. Des crânes ayant subi des trous dans beaucoup de cultures à travers le monde déjà. Donc c'est quelque chose qui se faisait avant même l'invention de la médecine en tant que telle, avant même en fait qu'il y ait des sociétés. Ils faisaient ça avec des petits silex, genre, là? Apparemment, Des ouais. roches. Mhm. Wow.
Et puis, la plupart de ces trous présentent des signes de cicatrisation. Donc une partie des gens qui avaient des trous dans le crâne comme ça survivaient. Et on estime les chances de survie à peu près 40%. Et on parle pas d'une pratique sectaire, hein, mais vraiment quelque chose que minimum 5% des crânes du néolithique présentent des traces de silex. Donc moi, à mon sens, il n'y avait pas de moyen de se débarrasser d'un mal de tête. Ben, c'était ma première pensée, en fait. Si j'ai mal à la tête, comment on fait? Fais un trou, fais sortir ça, je sais pas. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est la question que je me pose. Je m'avancerai pas trop sur les causes parce que c'est comme toujours du gros pourquoi pas saupoudré de peut-être bien que. Les néolithiques, il n'y avait pas vraiment d'écriture ni de contenu multimédia, donc c'était un peu difficile de savoir ce qui se passe. Et puis dès qu'il y a quelque chose comme ça qu'on comprend pas, on va tout de suite faire genre ah, c'est sans doute dû à la religion et à la croyance de l'époque. Au néolithique? Ouais, mais parce qu'on sait pas, peut-être qu'il y avait une religion à l'époque. Tu sais, moi et toi, on se dit juste genre, ok, on est néolithique, on a mal à la tête. Genre, on fait des migraines. On l'ouvre, on regarde qu'est-ce qui se passe dedans. Ouais, non, c'est ça, exactement. C'est comme une blessure. Une blessure, tu prends, tu mets du plaster dessus, et puis t'espères que ça fonctionne. C'est logique. Encore aujourd'hui, on utilise la trépanation dans différentes choses. Lorsqu'il y a trop de liquide céphalorachidien, par exemple. Donc, c'est le liquide à l'intérieur de la tête. Céphalorachidien? Non, rachidien. Rachidien? Ouais, comme Rachid. Rachid. C'est utilisé évidemment de manière médicale. C'est pas quelque chose où tu fais juste genre bon bah aujourd'hui je vais aller m'ouvrir la tête, rigolo. Ouais. C'est fait évidemment de manière sécuritaire avec un diagnostic confirmé par des méthodes modernes. Néanmoins, D'accord, j'attends. La clause? on va faire juste un mini aparté sur les British. Chez nos charmants britanniques, la trépanation a été auto-pratiquée par certaines personnes comme une méthode pour être constamment high. Ok. Puis je te parle pas de quelque chose qui date d'avant la révolution industrielle. Hein. Ouais. C'est John Mitchell Hugh comme pionnier de l'idée de la trépanation. Dans sa monographie de 1962, Homo sapiens correctus. Donc corriger l'être humain, ça va être quelque chose qui va être beaucoup situé par les partisans de l'autotrépanation. Un de ses arguments principaux, c'est qu'il soutient que les enfants ont un état de conscience plus élevé, et c'est dû au fait que leur crâne n'est pas fini de soudé. Oui. Donc en gros, il veut refaire la fontanelle, quelque chose dans le genre quoi. Donc, genre tu fais un trou dedans, ça donne l'espace à plus de cerveau? Ouais. Mais quoi? Il est possible de revenir à un état de conscience plus ancien, semblable à celui des enfants par l'autotrépanation. De plus, en permettant au cerveau de pulser librement, Hughes soutient qu'un certain nombre d'avantages en découleront. Donc par exemple, ce qui en a découlé, c'est surtout un film expérimental où Amanda Fielding, une jeune femme, filme son autotrépanation et puis aussi va essayer de faire passer une loi pour rendre ça correct comme procédure à faire. Sur soi-même? Ouais. Sans supervision? Ouais. Le film apparemment est vraiment, vraiment intense. Il est disponible sur le net. Je ne l'ai pas regardé pour des raisons très simples que j'aime ça dormir la nuit. Ouais, quand même. Mais attends, c'est c'est un film... La fille a vraiment ça ou c'est un film comme... Non, elle l'a fait vraiment. Oh, wow. Et puis, c'est ça. Donc, Fielding s'est présenté 2 fois au Parlement britannique, en 1979 et en 1983, sous le slogan « Trépanation pour la santé mentale ». Avec l'intention de promouvoir les recherches sur les bénéfices potentiels de la trépanation. Puis elle défendait l'idée que la procédure soit prise en charge par le Service national de la santé. En gros, la RAMQ, la Sécu en France. Eh bien, je me suis dit, c'est quand même assez étrange comme histoire. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme-là, tu vois ? Elle est comtesse. Elle est comtesse? Comtesse. Depuis? Ouais. Genre, c'est nouveau. Bah, depuis, elle est devenue comtesse entre-temps. Donc, jeune fille, vous le savez maintenant, faites des trous dans votre crâne et vous allez devenir princesse. Mais en vrai, elle est super intéressante en Amanda Fielding. Si jamais les gens veulent faire des recherches à son propos, j'en ferai peut-être entre-temps. C'est super fascinant parce c'était quelqu'un qui était vraiment pour une meilleure place des femmes dans la société et l'utilisation des drogues pour soigner les gens. Donc les drogues dures et des choses comme ça, et puis en particulier l'autotrépanation. Aujourd'hui, elle a 80 ans et puis elle vit sa meilleure vie. Wow, c'est quand même hallucinant là, comme histoire. Ouais, yeah. C'est poussé, mais c'est révolutionnaire là, quand tu y penses comme ça. Je sais pas, j'ai pas de mots. Mais là, je suis encore en train de spinner sur des films de sci-fi là, avec des tentacules de cerveau qui se poussent à travers les trous crâniens. Là. D'accord. On va peut-être continuer dans ce cas-là. D'accord. On va voir quoi d'autre ça peut pousser dans l'imagination. Le truc horrible. Là, il s'est passé quelque chose.
lorsque j'ai fait l'enregistrement, malheureusement pour moi, l'enregistrement s'est coupé sur mon micro principal et c'est donc mon micro de backup qui a pris l'enregistrement. Ça dure environ 10 minutes. C'est pas si horrible que ça, mais vous allez voir que tout d'un coup, la qualité audio va descendre drastiquement. Je vais vous faire un petit signalement quand est-ce que ça va revenir, mais c'est à peu près 10 minutes où on va commencer à parler comme si on était dans un tunnel. Voilà, bisous, merci beaucoup. Alors, on arrive dans le vif du sujet. Là, on va commencer à toucher le cerveau. Oh, littéralement? Ben, étrangement, oui. Ouais. Oui, oui, ouais, parce que Et maintenant... figurativement? Non, non, très, très littéralement, malheureusement. On est dans une gros touchage de cerveau littéral. Ça date de 1890 par un homme nommé Gottlieb Burckhardt. Réessaye ça? Gottlieb Gottlieb? Burckhardt. Bogart, ok, parfait. Je se prononce sans doute autrement, parce que Gottlieb, c'est très, très allemand. Ouais. Mais Burckhardt, je le prononce à l'anglaise, donc j'ai aucune foutue idée de comment il le prononce. Sachez que dans ces épisodes, mes chers auditeurs, je ne suis pas une grande spécialiste de lire des noms. Montre-moi comment c'est écrit. Burckhardt. Gottlieb Burckhardt. Burckhardt. On s'amuse. Bref, pas exactement. Lui, il mettait pas d'aiguille dans la tête, en fait. Il n'était pas encore rendu là. Lui, il a juste essayé d'enlever des morceaux de cerveau. Ah, c'est tellement mieux. Oui, étrangement, tu vas voir. Il sélectionne 6 patients pour passer sous une bistouri. Un trou de chaque côté du crâne. Ouais. Et puis, on enlève des morceaux. Surtout au niveau du cortex cérébral. En particulier des sections du lobe frontal, temporal et temporopariétal. Bref, dans tous les cas, vers l'avant. Pourquoi? Parce que on a découvert, à travers des accidents qui se sont passés, que ça a l'air d'être pas mal le lobe frontal qui régule les émotions. Ouais, je crois que c'est beaucoup lié avec la démence et tout. Absolument. La dépression aussi. Si jamais il n'y a plus rien qui fonctionne là-dedans, c'est le moment où tu es en dépression. Ah bon. Oui, oui. Donc, je vais faire une parenthèse avant de parler des résultats de ces opérations, mais l'initiative du docteur Burckhardt se basait beaucoup sur une théorie pas mal aimée à l'époque, qui est celle de croire que tout est lié aux nerfs. On a découvert les nerfs, alors du coup on pense que tout est lié aux nerfs. J'aurais vraiment voulu être là Ouais. le jour où est-ce qu'ils découvrent des nerfs. À Ouais. quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu penses quand tu trouves ça? Qu'est-ce que t'en fais? Je sais pas du tout. Moi, je collerais ça sur le mur. C'est un petit peu comme l'IA aujourd'hui. Ils essayent de tout régler avec ce truc-là qui a été découvert. C'est la nouvelle chose, donc c'est la chose. Ouais. Absolument. Freud aussi, il pensait que c'était les nerfs qui faisaient tout n'importe quoi, dont l'homosexualité. Bien sûr! Là, en fait, il y a quelque chose qui est écrit par Burckhardt qui dit que si l'excitation et le comportement impulsif sont dus au fait que des excitations anormales en qualité, quantité et intensité surgissent des surfaces sensorielles et agissent sur les surfaces motrices, une amélioration pourrait être obtenue en créant un obstacle entre les deux surfaces. OK. L'extirpation de la zone motrice ou de la zone sensorielle nous exposerait à des risques de troubles fonctionnels graves et à des difficultés techniques. Il serait plus avantageux de pratiquer l'excision d'une bande de cortex en arrière et de part et d'autre de la zone motrice, créant une sorte de fossé dans le lobe temporal. Ouf. En gros, il voulait séparer le cerveau. Et puis ça devrait aller mieux. Donc, c'est comme... Tu sais, on dit toujours si on est plus cerveau droit ou cerveau gauche. Là. Ouais. Donc, il voulait les séparer entièrement. Il voulait... et en fait, il voulait vraiment enlever des morceaux sur le côté, parce que pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des zones du cerveau qui frottent plus ensemble. Dans le fond, il voulait faire des petits cubicules pour chaque département. Exactement. Cervical. Voilà. Cerveau-sien. Ouais. Ouais. Il voulait faire ça. Donc, il va commencer directement par l'humain. Hein. Ouais. Il l'a tenté et les résultats étaient assez décevants. Sur les 6 personnes opérées, 2 patients sont sortis sans complications. Un est mort au bout de 5 jours. Une crise d'épilepsie. Parce que quand on enlève des morceaux de cerveau, l'épilepsie, ça a tendance à arriver. Ah oui? Oui. Et un allait vraiment mieux. Puis malheureusement, 2 jours plus tard, il est sauté du haut d'un pont. OK. Et puis il y en a 2 qui deviennent beaucoup plus calmes. Donc calme. Cam, genre éteint. C'est pas précisé. C'est pas précisé, mon Dieu. OK. C'est comme, on efface les personnalités. Les effets secondaires comportaient aphasie, épilepsie et tout un tas d'autres manières de mal comprendre ce qui se passait autour d'eux. Et le docteur Burckhardt, il arrête immédiatement. Mais On voit que ça au marche moins. pas. Puis il faut prendre en compte l'époque. Mais attends. Ouais. Est-ce que ça dit, ces gens-là, est-ce que c'était des patients Ouais. genre qui a juste trouvé n'importe où ou des volontaires?
Ça, le consentement à l'époque dans la santé mentale, c'était vraiment pas quelque chose qui était considéré. Non, hein? Donc, C'est ce que je me dis. c'était des patients au moins. C'était des gens qui étaient actuellement en hôpital psychiatrique OK. pour des délires, pour des hallucinations, pour des choses vraiment importantes. Ouais, je vois mal des gens qui s'inscrivent à une recherche de ce genre-là Non, volontairement. absolument, absolument. Ouais. Puis il faut prendre en compte l'époque, hein, parce que justement, lui, il s'arrête rapidement. Il voit que ça fonctionne pas, il fait genre, bah non. Ouais. Et la plupart des asiles, c'est juste des prisons à ciel ouvert. Ouais. Donc ça déborde, et puis personne veut vraiment s'en approcher. C'est des gens qui sont tellement dans une détresse importante que tu te retrouves finalement à juste avoir plein de gens mis de côté. C'est aussi l'ère industrielle, donc ces gens-là qui parfois étaient mis dans leur famille avant et qui restaient dans leur famille ou leur village, mais comme les gens travaillent, ils n'ont plus le temps de s'en occuper. Donc là encore, ils vont se retrouver plus dans des imbéciles qu'avant et on ne sait pas comment les gérer. Ouais, puis je trouve que ça empire, dans le fond, le symptôme. Ça donne un élément de détresse et de désespoir, je crois. Oh oui, c'est ça, absolument. Par exemple, si jamais tu prends un autiste non-verbal et puis tu le mets dans un endroit qu'il connaît encore moins, c'est sûr qu'il va devenir violent. Mais oui. Tu sais, genre, alors que normalement, ça se gère si jamais on l'avait laissé comme idiot du village. Le terme idiot du village, je l'utilise avec beaucoup de bienveillance ici. C'était vraiment un terme en France qui était beaucoup utilisé pour quelqu'un au village qui était un peu plus, qui était un peu plus de difficultés au niveau mental que les autres, Ouais. mais qui a été considéré comme quelqu'un qui fait quand même partie du village à 100%. Ouais. Alors que là, pour le coup, on a tendance à plus s'en débarrasser, à mettre ça dans des hôpitaux psychiatriques. Pour les oublier, dans le fond. Un peu. Comme Parce des que oubliettes. c'est un peu ça. Il y a des patients qui finissent attachés la journée longue pour éviter qu'ils se fassent mal à eux-mêmes ou aux autres. Ouais. Et puis, Burkhardt, il tentait de soigner les gens dont la qualité de vie ne pouvait qu'être améliorée finalement, selon lui. Donc, ses intentions étaient quand même. Il venait d'une bonne place. Donc c'est ça exactement. C'était pas un monstre. Et puis, bah, je pense pas en tout cas, parce qu'il s'est arrêté rapidement. Tu sais, il a vu que ça fonctionnait pas. Il s'est dit, bah, j'ai genre 2 qui sont apathiques, 2 qui vont comme correctement, et puis 2 autres qui sont morts. Ouais. Donc, c'est sûr qu'avec ce niveau de réussite-là, il a fait genre, bah non, ça fonctionne pas mon affaire. Le risque est trop grand. Donc, c'est vraiment beaucoup plus appréciable, parce que lui, pour l'instant, c'est presque le plus gentil de l'histoire. Donc, pendant 55 ans, on laisse tomber l'idée d'enlever des morceaux de cerveau. À part en Russie, ils essayent, puis ils découvrent que c'est de la merde, et puis ils arrêtent. OK. Mais là, on parle. Début 1900. Et puis, John Fulton, il fait une conférence. Je vais expliquer c'est qui John Fulton. John Fulton, c'est quelqu'un qui est un neurophysiologiste. Lui, il voulait découvrir quelle partie du cerveau faisait quoi. OK. Donc, il faisait des expériences sur des singes, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Il faisait des lésions dans certaines parties du cerveau, puis regardait qu'est-ce que ça affectait sur le singe. OK. Des lésions. Donc, il ouvrait le crâne, puis après, il faisait des. Scarification ou quelque chose comme ça. Donc, Genre tic-tac-toe. ouais. Tic-tac-toe sur le Oh, pauvre singe. ouais. Euh... Pardon. Et il a découvert que quand tu lésionnes le cortex préfrontal, les singes deviennent plus calmes. Ah. Le problème, Oh. c'est que lorsqu'il a présenté tout ça en conférence, il y avait un Portugais dans la salle. Puis lui, il posait des questions vraiment bizarres. Bizarre. Hey! Du coup, si jamais ça rend les singes plus calmes, les humains, ça doit faire la même chose, non? OK. Donc, des questions qui portent inquiétude. Un Portugais, tu dis? Un Portugais. Donc, lui, il était super attentif, et puis il était vraiment comme genre, ah, mais attendez, ça a l'air d'une super idée. Donc, entre en scène Egas Moniz. À ces questions bien louches et définitivement intéressées, les présentateurs, ils ont pas trop su quoi répondre parce que eux, c'était pas leur truc. Ils voulaient pas rendre les gens moins calmes. Ils voulaient vérifier qu'est-ce que faisait chaque zone dans le cerveau. Ouais. Donc, ils l'ont fait, ils ont vu que ça la rendait plus calme. Puis ils ont fait genre, ok, donc ça a l'air d'être quelque chose qui est lié finalement à l'agression ou whatever. Et puis, Edgar Moniz, ça se voyait que lui, il voulait essayer ça sur des humains. OK. Donc l'ambiance n'était pas géniale dans la salle de conférence, j'imagine. C'est un peu le premier vrai gros enfoiré de cette histoire-là. C'est ça. Edgar Moniz a un parcours pour le moins hétéroclite. Il est né dans une famille portugaise avec le nom Antonio Caetano de Abreu Freire de Resende. Comme tu peux voir, ni Egas ni Moniz à l'intérieur de ce nom-là. Mais comme sa famille était persuadée d'avoir des ancêtres nobles,
ce qui n'était pas possible, je pense, vu que le nom contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. OK. Ils ont rajouté Edgas Moniz en plus parce que c'était de la noblesse du Moyen-Âge et puis ils voulaient rendre ça cool. Ah bon. Donc sa famille pense être faire partie de la royauté. Malheureusement pour Edgas, il n'était pas branché monarchie du tout. OK. Donc coup dur. Un souper de Noël triste cette année. Il a même fait, donc il a fait de la politique auprès des républicains. Et d'ailleurs, c'est lui qui va représenter le Portugal lorsqu'on va signer la trêve de la Première Guerre mondiale. OK, quand même. Quand même. C'était pas personne. Non, c'est ça. OK. Et puis, pour vrai, je suis obligée de résumer tout ça parce que autrement, c'est trop long. Mais il retourne à la médecine après un duel qui a mal tourné. C'était en quelle année? Ok, on sort du tunnel. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés avec nous pour ce petit moment sympathique de Voix en Cannes. Je vous souhaite une bonne suite d'épisodes. En 1919, il aurait été dans un duel avec un opposant politique. Et c'est pour ça qu'il s'est retiré de la politique. 1919, il y avait encore des duels. Je me fais l'idée. C'est traditionnel. C'est traditionnel, absolument. Et puis, l'honneur d'un homme. Pourquoi pas? Mon épée est plus grande que la tienne. Bref, j'espère que c'était pas ce type de duel. Donc, il a un duel politique, il s'enlève de la politique parce qu'il a perdu le duel, puis ensuite, il va à la médecine. En médecine, il fait pas uniquement de la lobotomie, Edgar Moniz, il invente la première combinaison de liquide qui peut être utilisée pour repérer les structures veineuses dans le cerveau à la radiographie. Donc ça, c'est pratique quand même. Quand même. Tout déraille donc avec la conférence de Fulton, qui est en 1935. Moniz, malgré le fait que Fulton n'était pas chaud à l'idée, il fait juste genre, bon, bah, je vais ignorer ça et puis genre, tout devrait bien se passer. Mais non! Mais non! À l'aide d'un chirurgien, Lima, il injecte de l'alcool dans le lobe frontal d'une femme de 63 ans, qui souffre de dépression, d'anxiété, de paranoïa, d'hallucination et d'insomnie. Elle va bien dans ce cas. Après 2 mois, elle paraît mieux. Je sais pas comment tu pourrais pas être pire, en fait. Ouais. Oh, c'est tous des symptômes de la ménopause. Ménopause, madame, on va vous faire une lobotomie. Super! Enfin! Je refais ça toute ma vie! Donc Moniz et son compagnon Lima, son chirurgien, vont mettre en place une autre méthode. Donc la méthode, c'est une sorte de seringue. Puis au bout de la seringue, il y a une aiguille qui bouge de bas en haut. Mais non! Et ils mettent ça à l'intérieur du crâne, après avoir fait un trou. Et puis ils appuient sur la seringue pour que ça bouge et puis que ça coupe tout à l'intérieur. Arc! Mais je vais vraiment faire des cauchemars! Je suis vraiment désolée. Wow! OK. Donc c'est ça, chers auditeurs. C'est une sorte de seringue, tu le mets dans le trou et puis pour vrai t'appuies dessus et puis ça fait tourner une lame au bout. Et ça sectionne le tissu cérébral. Donc c'est ça. Au moins ils mettent pas de l'alcool dans le lobe frontal, maintenant ils mettent ça. Ils mettent ça à la place. Oui, mais c'est plus contrôlable que de l'alcool. C'est comme un ninja, tu mets une gousse d'ail dedans. C'est pareil, on fait ça au cerveau. Donc, il va y avoir une quarantaine de personnes qui subissent cette intervention chirurgicale-là, sans que les morts soient signalés et certains paraissent complètement soignés. C'est une roulette qui se lance à chaque fois que tu rentres dans la salle d'opération. Les morts, Il n'y a pas de mort signalée par cette opération-là. donc tout le monde sort de là sur 2 pieds. Ou tout le monde ne sort pas de là. Tout court? C'est officiellement, il n'y a personne qui est mort. Ah! OK. Néanmoins, c'était pas une solution beaucoup plus cruelle que d'autres traitements dont on parlera un tout petit peu plus tard. C'était vraiment pas le fun des schizophrènes à l'époque. Non. Bah aujourd'hui non plus, remarque, c'est ça. Pour son travail, Edgar Moniz reçut la moitié d'un prix Nobel en 1949 qu'il partagea avec un Suisse, Walter S, qui stimulait le cerveau à l'aide d'électrodes de son côté. Qui est encore C'est déjà mieux. Bah, c'est quelque chose qui se fait encore des fois. Moi, je reste persuadé, allegedly, là, c'est comme ils disent les youtubeurs, que Moniz, il a tué du monde. C'est juste qu'il en parlait pas. Il y a tout? Il a tué du monde. Genre, Ouais. pour vrai, c'est un homme politique, Moniz, avant tout. Hein. Ouais. Donc, je pense que la manière dont il a parlé de son opération, ça devait être vraiment glorieux et puis mettre en avant tous les bons côtés, mais il y a dû y avoir des choses vraiment terribles. Si Ouais. jamais il mourait pas sur la table d'opération, il devait mourir peut-être quelques jours plus tard. Ouais. Surtout que quand tu sais que pour Buckhart, il y a des gens qui meurent, pour Freeman, il va y avoir des gens qui meurent aussi. Ouais. Lui, il opère 40 personnes sans problème, merci, au revoir. Avec une machine à malaxer le cerveau. Alors, Ouais, c'est ça. Je pense que il y a des choses qui se sont pas dit ou alors qui faisaient comme un suivi pas assez important de ses patients.
D'ailleurs, Moniz préconisait la lobotomie pour soigner l'homosexualité. Ah, bien sûr. Oui. Ouais. Non, ouais. Ouais, parce que l'amour, c'est dans le cerveau. Et Bon. ça doit être soigné. C'était la dernière tangente avant que l'on rentre dans le vrai du vrai connard de l'épisode. Le vrai connard? Ouais. Autre que Moniz? Ouais, Moniz, c'était genre 50%. C'est un prélude? Oui. Ok, vas-y, je suis prête. Après la Seconde Guerre mondiale, la santé mentale devient un enjeu dans toutes les régions du monde. Oui, ben oui. En effet, une guerre, ça attaque un peu l'esprit, qu'on le veuille ou non. Ah oui? Ouais. Quelle surprise! Les façons de soigner les patients se diversifient et de manière très peu réglementée. Se tend donc à 2 pieds dans cette nouvelle opportunité d'affaires arrive le protagoniste principal, Walter Jackson Freeman II. Monsieur Freeman, il a une généalogie assez glorieuse. Son grand-père maternel, William Keane, peut-être que j'ai mis 2 fois le William, ou alors il s'appelle William, je sais pas, était un chirurgien durant la guerre de sécession, étant dans l'armée de l'Union, donc ceux qui sont du bon côté. Et il garda une importance pas dégueu pendant les années suivantes. Considéré comme le premier neurochirurgien des États-Unis, Oh, quand il même. lobotomise personne, mais il enlève des tumeurs. Ah! Et le père de Walter sera lui aussi un médecin reconnu, bien que moins célèbre. Ok. Donc on est quand même sûr, en tout cas, on n'a pas de royauté dans la famille. Walter, pourtant, sera un peu une wild card dans la famille. Je pense très sérieusement que c'est quelqu'un qui a fait médecin parce que ses parents ont fait médecin et puis que son grand-père a été médecin Puis dans c'est ce l'Union. qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait. Mais si jamais il avait fait n'importe quoi d'autre, ça aurait été vraiment chouette. Ah oui? Ouais. Il était terrible. Bref, né le 14 novembre 1895, c'est un chemin de vie 3. Ah, ok, merci. C'est aussi un scorpion. Ah! Je le savais! C'est dit. Ça veut tout dire. Ah, ouais, j'adore ça. Ouais. Donc, il est élevé à Philadelphie, en Pennsylvanie, et vit sa meilleure vie de petit gars du coin. En fait, on n'a vraiment pas de choses par rapport à ça dans son enfance. On n'a aucune foutue idée de ce qu'il fait. I'm a young Et boy! c'est vraiment ça. La-di-da. Après un passage remarqué à Yale, puisqu'apparemment il a pris une photo d'un meeting de société secrète. Yeah. Ok, oui, vas-y. C'est pas un truc qui se fait. Mhm. Il décide de retourner vers les bonnes vieilles racines de sa famille et va aller en médecine à l'université de Pennsylvanie où il se passionne pour la neurologie. J'ai l'impression que Yale, il est rentré parce que son grand-père avait fait quelque chose de vraiment chouette pendant l'Union, Ouais. puis qu'il en est sorti parce que finalement il n'avait pas vraiment la vibe d'un étudiant. Ah. Bah, on ne fera pas croire qu'il n'y a pas un peu de népotisme dans tout ça, vu les problèmes qu'il pose plus tard surtout, Mhm. et qu'on le laisse faire. On est comme genre ouais, sure, pourquoi pas. Ouais, il est un peu bizarre. Laisse-le jouer dans sa chambre. Là. Ouais, c'est ça exactement, sauf que sa chambre, ça contient des humains, quoi. Ouais. Bref, pif paf pouf, le voilà dans un département de neurologie à l'hôpital universitaire de Philadelphia en tant que stagiaire. Ouais. Il trouve ça chiant. Ah oui, un stade. Ok. La neurologie, ça l'emmerde. Il chill surtout avec un neurochirurgien nommé Frazier, qu'il admire beaucoup. Le pauvre gars était vraiment bon dans son domaine. Oh, pauvre lui. Oh ouais. Et puis il inspire beaucoup Freeman. Il veut également se rapprocher de William J. Spiller, un neurologue éminent en Pennsylvanie. Ah, mais ça marche pas des tonnes. Ces deux gars, des sommités dans leur domaine et faisant des choses de vrais médecins, comme inventer une procédure qui aide à se débarrasser de certaines douleurs, vont inspirer Freeman à trouver lui aussi une belle procédure qui permet de soulager le monde à coups de jouage dans les neurones. Oh, ok. Il avait étrangement des bons modèles, c'est juste qu'il n'a pas suivi la science. En fait. Non, parce que lui, c'était Walter Freeman. Il déménage à Washington avec sa femme, il trouve un travail au St. Elizabeth Hospital en tant que premier neurologue de la ville de Washington. Eh, quand même. Là. Ouais, Il était un peu pionnier. un peu pionnier, ouais. Neurologue, c'est sûr que c'était quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Ouais. Ouais. Est-ce que ça se faisait prendre au sérieux? J'en sais aucune, je sais pas du tout pour le coup. Ok. J'imagine que n'importe quel médecin se prend au sérieux. Ah ouais, dans le fond. Hein. Donc c'est un peu ça. Ouais. Bon, Freeman, j'en dis du mal depuis le début, mais il n'est pas tombé dans l'idée de la lobotomie par simple ego non plus. Ah. Le St. Elizabeth Hospital, c'était terrible. Donc, quand il arrive en 1924, il fait face à un système complètement brisé où les gens sont envoyés dans des asiles pour être emprisonnés plus que pour être soignés. Oh. L'endroit est immense. L'hôpital accueille plus de 8000 patients dans les années 50. C'est Donc- énorme, mais comment il faisait pour gérer? Moi, dans le fond, il gérait pas. C'est ça le Mhm. problème. Ok. Mais là, c'est pas uniquement un hôpital psychiatrique. Il y avait d'autres choses aussi, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est dans les années 50, donc c'est à peu près genre 20 ans plus tard. Mais lui, il va rester dans cet hôpital-là pendant vraiment longtemps, donc il va voir cet agrandissement-là. Et l'hôpital psychiatrique, même si c'est pas les 8000 patients, t'imagines bien que c'était à la hauteur du nombre de patients qu'il y avait à côté aussi, où les gens étaient entassés les uns sur les autres, pour vrai. On se plaint des lits dans les couloirs en ce moment. Hein. Ah oui, oui. Mais c'est parce qu'on a eu mieux, tu vois, c'est parce qu'on a eu mieux.
C'est ça le souci. Ouais. Pas le souci. Si jamais on pouvait continuer à voir aussi bien, ce serait le fun. Freeman a été très vite mis face au mur qu'était le soin aux personnes qui avaient une maladie mentale. Donc, face aux personnes souffrant de psychose, de démence, de dépression majeure, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon les surveiller et espérer qu'ils se remettent d'eux-mêmes. Ouais. Freeman écrira à ce propos en regardant les endroits où étaient amassés les patients qu'il ressentait une sensation, un mélange de sensations de peur, de dégoût et de honte. Donc, il y a quand même quelque chose à l'intérieur de lui qui lui fait dire genre, bon, bah, c'est vraiment une situation terrible. Donc, il était motivé par Quelque chose... la situation affreuse. Oui, absolument. Il Ok. était motivé par ça. Et puis, OK, il remonte un tout petit peu. oui, c'est ça, dans mon exactement. estime. Exactement. À Moi, je voir s'il va chuter rapidement. trouve- Selon le documentaire de lobotomiste, il aurait passé beaucoup de temps à étudier les cerveaux dans la morgue pour essayer de trouver des traces de lésions qui expliqueraient pourquoi les patients avaient ce genre de problème de santé mentale. Ah ben, tu vois, déjà, il est rendu à la mort. Et donc, ils sont déjà morts. Oui, oui, là ils sont déjà morts. Oui. C'est bien. À l'époque, il y avait déjà plusieurs méthodes choc qui existaient à base justement d'électrodes, même si à l'époque c'était utilisé un peu n'importe comment. Des doses d'insuline. On faisait faire des chocs d'insuline aux gens OK. en espérant que ça guérisse leur cerveau. Ça fonctionnait pas des tonnes. Ben non. Ça les mettait dans le coma. Ah! Et puis autrement, il y avait aussi les essais avec des vaccins de la malaria. Puis tout un tas de choses. Dans le fond, il mettait n'importe quoi. Ils essayaient toutes les recettes. En cherchant ça, j'ai trouvé un super concept qui s'appelle la psychiatrie punitive en URSS. Attends, de ton visage, je crois pas que c'est super, comme tu dis. Je pense que ça va être un épisode un peu plus tard. OK. Mais ça a l'air terrible, en effet. La psychiatrie punitive, comme... genre... Ah, bref. Wow. Ce genre de méthode marchait pas tant que tel, mais souvent ça assommait le patient assez fort pour qu'il se calme. C'était pas mal ce qu'on recherchait à l'époque. Ouais, dans le fond, solution immédiate, peu importe les conséquences. C'est ça. Donc Freeman est un homme qui cherche à résoudre un problème auquel il assiste, en fait, un peu comme Buckhart. Mais aussi qui veut laisser sa marque dans les méthodes de soins comme l'a fait son grand-père, et qui est prêt à utiliser des méthodes choc comme il les a toujours observées. Mm. Donc on a quand même un mélange assez particulier qui va donner le personnage. 12 ans plus tard, après avoir essayé plein de choses qui marchaient pas, voilà pas que notre cher Freeman tombe sur les méthodes et les théories de Moniz. Oh non. Oui, il est Ouais. là. Donc, boum, il a son opération. En 1936, après avoir légèrement modifié la locotomie, parce que ça s'appelait pas lobotomie à l'époque, c'était plus locotomie. Pourquoi ils ont changé ça? Parce que la lobotomie, c'est plus le même type d'opération, ça va couper d'autres choses à l'intérieur du cerveau. Donc c'est officiellement une autre méthode, mais au bout d'un moment, les gens se perdaient beaucoup dans mes recherches entre la locotomie et la lobotomie. Pour ce qui est de Freeman, il va essayer de couper les liens entre les deux lobes frontaux. Ouais. Freeman trouva une femme, encore. Une deuxième? Une autre femme, ouais, Une autre. qui allait très très mal. Mais attends, elle allait mal? Ouais. OK, non, il s'est pas marié avec cette femme. Non, il a non, trouvé il a rencontré Ouais, Je vois. il est parti chercher une patiente. Merci. Exactement comme Moniz, donc une femme, qui allait très 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 mal. Ah, ah. Et un jeune neurochirurgien pour l'aider dans son nouveau traitement de feu malade. La présence d'un neurochirurgien était nécessaire parce que Freeman n'a pas de licence, pas de formation de neurochirurgien, pas le droit d'opérer. Et il est juste neurologue. Il n'a pas le droit d'opérer lui-même. Il va régler ce problème plus tard. Mais pour l'instant, l'opération se déroule bien. J'ai mis plein de guillemets autour de bien. Oui, je vois. Je veux dire, elle va pas plus mal. Mais d'un autre côté, ils prennent toujours des gens qui peuvent difficilement aller plus mal que ce qu'ils vont actuellement. Quand j'ai regardé les photos des personnes avant les lobotomies, après les lobotomies, j'étais juste comme genre... Ah. Pour lui, ça allait mieux parce qu'elle était moins agressive, mais en même temps... Le regard éteint? Ouais. Oh. Ou alors, des fois, il louchait après. Bref, dans tous les cas. En novembre, 2 mois seulement après leur première opération de lobotomie, Freeman et Watts, donc Watts, qui est le chirurgien, avait déjà travaillé sur 20 cas, y compris plusieurs opérations de suivi. Donc ça, il le faisait bien comme il faut. Et puis en 1942, ils ont pratiqué plus de 200 opérations. Les résultats publiés, c'était que 63% des patients s'étaient améliorés, 23% n'avaient pas changé et 14% avaient vu leur état s'aggraver après l'opération. Ouais. Donc on a quand même 63% des patients qui vont mieux.
Là encore, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire aller mieux? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins d'hallucinations, moins de cris, moins ceci, moins cela parce qu'ils ont été sédatés? Peut-être. Mais en même temps, à l'époque, j'ai lu en fait le témoignage d'une fille dont la mère avait été lobotomisée, puis elle était très heureuse. Parce que sa Ah, mère avait commencé, je pense, qui était une crise de schizophrénie, parce que la schizophrénie, c'est quelque chose qui se développe entre tes 18 et 30 ans des fois, ou alors ok. même un peu plus tard. Hmm. Et du jour au lendemain, la personne change, devient violente, peut crier, peut commencer à faire de la paranoïa. Et la lobotomie l'a beaucoup calmée. Donc, il y a certaines personnes pour lesquelles c'est vraiment un changement bienvenu. Hmm. Parce que ça permet de reprendre la personne à la maison, de refaire des choses avec elle. Et puis, oui, c'est certain que, tu sais, genre, ça va peut-être agir comme une personne qui a des problèmes de déficience intellectuelle. Mais pour eux, c'est mieux d'avoir une femme déficiente intellectuelle qui est Qu'une présente personne violente qu'une et personne absente. violente qui est absente. C'est ça. Donc, c'était un peu particulier. Mhm. La lobotomie va devenir une opération miracle, par conséquent. Même si peu appréciée par la plupart des scientifiques de l'époque. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent pareil. Est-ce qu'il y a quand même des rapports cette fois-ci pour des morts? Est-ce qu'il y a un pourcentage là-dessus sur des chirurgies échouées dans le fond? En fait, pour l'instant, non, pas tellement, parce que c'est fait correctement par quelqu'un qui est neurochirurgien. Ouais, ok. Donc c'est peut-être ça aussi avec Moniz. C'est quand c'est fait par un neurochirurgien qui sait ce qu'il fait, Mm. qui utilise des procédures sécuritaires avec une hygiène correcte, ça a l'air de bien se passer. Ouais, à la place d'un gars dans son garage qui essaye de voir qu'est-ce qui va se passer. Ah oui, c'est ça exactement, Ouais. comme les gens avec la trépanation. Bref. Mais en fait, la raison pour laquelle les scientifiques l'aiment pas à l'époque, cette opération-là, c'est parce que ils sont choqués par le fait que l'opération, ça a été fait directement sur des humains. Ok. Il s'est pas passé par des souris, c'est pas passé par des singes, c'est juste ils ont commencé directement avec des humains. Donc c'était quand même... Du jamais vu. ouais, c'est ça, ça a beaucoup choqué les gens. Ouais. Des problèmes éthiques, les condisciples de médecine n'ont pas eu le temps d'étudier la procédure avant que Walter Freeman en fasse un sujet pour les médias. Ah. Donc c'est trop tard. Tu sais, dans le New York Times, on parle déjà d'une chirurgie de l'âme qui permet d'améliorer les choses et ainsi de suite. C'est trop tard. Une chirurgie de l'âme. C'est vrai. La chirurgie de l'âme, la lobotomie. Ouais. Ouais. Dans le fond, quand ils disent que certaines vont mieux, dans le fond, c'est qu'ils sont juste mieux veut dire moins problématiques. Oui, Ok, ouais. certains et certaines vont mieux. Ouais. Et Freeman pousse sa procédure dans les médias avec brio, en fait, qui prouve un sens du spectacle très développé. Beaucoup de gens vont le voir pour soigner leurs proches, finalement, mais surtout les calmer. Ok, ouais. Car les effets secondaires d'une lobotomie sont bien connus aujourd'hui. Les gens régressaient, les gens oubliaient, les gens parfois avaient du mal à se nourrir parce qu'ils ne savaient plus comment faire. Il fallait leur réapprendre certaines choses parce que ça dépendait toujours de à quel point le cerveau avait été touché, de qu'est-ce qui avait été touché dans le cerveau, parce que le cerveau ne grandit pas de la même manière pour tout le monde. Donc t'as beau enlever la même chose à chaque fois, ça peut enlever d'autres choses. Chaque cerveau va se développer différemment. Les personnes opérées régressent parfois dans une transe enfantine et étant incapables de s'occuper d'elles-mêmes. Hmm. Ou alors elles ont besoin de réapprendre, comme j'ai dit. En 1948, Norbert Wiener, qui est l'auteur de Cybernétique, où le contrôle et la communication de l'animal et de la machine, a dit « La lobotomie préfrontale a récemment connu une certaine vogue. Sans doute pas sans lien avec le fait qu'elle facilite la prise en charge institutionnelle de nombreux patients. Mm. Permettez-moi de faire remarquer en passant que les tuer rend leur prise en charge encore plus facile. » Ah, c'est intelligemment dit. Mais c'est aussi des gens qui n'ont pas travaillé dans ce milieu-là. Ouais. Donc c'est toujours la même chose. C'est oui, il y a des gens qui s'y opposent par moralité, par éthique, Croyance, ouais. mais après, quand tu travailles là-dedans, c'est différent. Parce que tu as une autre vision. C'est comme faire des tests de médicaments, tu sais. Tu es obligé d'avoir des placebos, tu es obligé d'avoir des gens qui vont pas avoir le nouveau médicament, puis qui vont peut-être mourir, parce qu'il faut que tu testes si le médicament il fonctionne pour vrai. Moi, je serais incapable de faire ça, tu sais, de regarder les gens et puis juste faire genre, oh bah toi t'es en train de mourir, ok, ça veut dire que l'autre il fonctionne. C'est atroce, mais c'est comme ça. Une des raisons pour lesquelles Walter Jackson est connu, c'est surtout à cause de la sœur de JFK. Ah oui? Rosemary Kennedy était la 3e enfant de la royauté américaine. Je appelle ça de la royauté américaine parce que c'était ça la famille Parce que Kennedy. c'était exactement ça. Les classes dirigeantes familiales.
C'est toujours fou à quel point ça revient, peu importe le style de gouvernement que t'as toujours une classe royale. Bref. Elle sera opérée par Freeman et Watts en 1941 et restera handicapée à vie. Yep. Et en plus, le père Kennedy avait pris la décision de lui faire subir l'opération sans l'aval de la mère, sans prévenir sa femme. Donc, elle a juste... Il a envoyé sa fille-là, il a décidé ça pour tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait quel âge? Elle avait 23 ans lorsqu'elle est opérée. Parce que c'est quelqu'un qui a manqué d'oxygène à la naissance, Rosemary Kennedy. Ah, Du coup, elle avait une légère déficience mentale. ok. Rien de très grave, tu sais. Mais en tout cas, d'après ce que je lisais en ligne, là, parce que j'ai lu, tu sais, elle avait du mal à écrire, elle écrivait avec beaucoup de fautes par rapport aux autres, elle était plus enfantine. Euh, et en fait, ils avaient très peur qu'à cause de son manque d'inhibition, elle tombe enceinte ou des choses comme ça, parce que ça restait le corps d'une jeune femme. Ouais. Malgré le fait qu'elle avait une petite déficience. C'est vraiment triste comme histoire, cette jeune-là. Puis c'est ça, elle s'est fait opérer et elle va rester en institution jusqu'à la fin de sa vie. Handicapée juste parce qu'elle était plus présente d'esprit? Elle allait plus aux toilettes, Ok. ça l'a vraiment handicapée. Avant, elle était capable de faire des choses, tu sais, genre. C'est sûr qu'elle avait un retard mental. Elle voyait bien qu'il y avait une différence avec les autres, mais elle n'était pas non plus incapable de s'occuper d'elle-même. Et ça, c'est quand même les années 50, là. Ouais. C'est Et- affreux. Et puis son père, il va jamais lui rendre visite ensuite en institution. Ah! Jamais, 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 jamais. Et puis C'est odieux. ça s'était caché pendant 20 ans. Elle a été mise dans une institution et puis le père a jamais dit à personne où est-ce qu'elle était rendue. Et puis C'est sa mère est venue la voir une seule fois à l'hôpital et puis elle a pas pu supporter la vision de sa fille. Ben, toi, j'imagine. C'est ça. C'est un film d'horreur, ça. C'est ça exactement. Et puis ses sœurs aussi ont découvert très tard qu'elle était là-bas. Ouais. C'est quand le père est presque mort là suite à un infarctus. Et puis le public aussi découvre à ce moment-là qu'elle s'est fait opérer. Mais tu vois, Mhm. elle était plus calme. Puis elle allait pas mettre de honte sur la famille. Ben, calme, enfermée. Et elle était plus capable de parler non plus. Ah, c'est une nette amélioration pour une femme. Donc c'est comme Walter Freeman est surtout connu pour ça. Mais à l'époque, il opérait avec Watts en plus. Ça se passe quand même mal, mais rien n'arrête Freeman. Ouh. Par contre, oui, le Watts, lui, il commence à trouver que ça pue. Ouais. Ouais. Vite fait. En 1946, quand Freeman arrive avec son pic à glace en disant qu'il pouvait opérer des patients tout seul, Watts s'y fait genre... Bah non, en fait. Bah non, tu fais pas ça. Mais je l'ai. Il est Ouais. tout neuf. Ouais, Il est tout neuf, le pic. je me suis pratiqué sur des raisins et des cadavres. Et donc il lui dit bah non tu fais pas ça. Et il le trouvera quelques temps plus tard à faire exactement ça. Oh. Sur un patient dans leur bureau commun. Avec zéro gêne et zéro hygiène. Oh. Donc en 1950, Watts décida que c'en était assez pour lui et quitta le navire de la lobotomie. Il fait juste genre non, ça suffit. Bah, good for him. Genre Pour vrai. c'est de la merde, il y en a marre. Et puis c'est à ce moment-là malheureusement que la forme finale du monstre que devenait Freeman commença à poindre son nez. Ah, he reached his final form. Yeah. D'ailleurs, l'histoire du pic à glace, c'est un docteur italien qui l'avait inventé. Donc Freeman est parti encore chercher l'idée de quelqu'un d'autre et puis pour le mettre à sa sauce. Ah, Médecin italien d'ailleurs que j'ai cherché sur Wikipédia et puis le Wikipédia en anglais est ben sur le fait que c'était un psychiatre et puis le Wikipédia italien parle du fait qu'il a travaillé, oui, en psychiatrie mais qu'avant il était joueur de football italien. ah. Comme quoi, hein, reconversion. Ben, sais-tu, en tant que joueur de football, tu as souvent des commotions cérébrales. Bah soccer. Au soccer, football, soccer, ben, peu importe. Ouais, Sportif, mais ça doit quelconque être de tendance. carrière. Mhm. Ouais, commotion cérébrale, ça veut dire qu'il voit souvent des docteurs, donc il doit assurément être un expert sur le sujet. Bref. Donc là, on tombe dans Walter tout seul. Watt, c'est parti. Le problème principal est que Walter est un homme de scène, un beau parleur, un vendeur et un complexe du sauveur dans un trench coat. Ah, ok. Et il s'en va sur les routes pour opérer à tout va. Il est même plus dans son bureau à l'hôpital. Non, il quitte Sainte-Élisabeth. Il s'en va en fait expliquer à tout le monde comment lobotomiser pour que la procédure devienne quelque chose de courant. C'est genre un food truck à lobotomie, là. Oui, en fait, il a littéralement... Attends, je vais te montrer la photo. Il a littéralement un truck avec lequel il se balade.
Et puis les gens pensaient que ça s'appelait la lobotomobile, et puis que... et qui lobotomisait du monde à l'intérieur, mais c'est pas vrai. L'automobile. Attends, je pense que j'ai mis une photo de lui. L'automobile. Le lobotomobile. Oh my god. C'est Dr. Freeman. C'est un Winnebago. C'est Free. He's a hippie. C'est quelle année ça? I have no idea. C'était à la fin de sa vie, donc ça devait être dans les années 60. Ouais, exactement. Les Winnebago puis tout ça, c'était un hippie. Puis là, il se lançait sur la route de propager des nouvelles croyances comme free everything. Literally, man. Je pense pas qu'il était là-dessus. Mais bref. En plus, Freeman, à ce moment-là, il travaille avec l'administration des vétérans pour Toc Toc le trauma loin des soldats. Ouais, bien sûr. Pauvres soldats. Ah, c'est ça. Les soldats, ils étaient tous déjà propices au Winnebago, donc c'était le piège parfait. Moi, je pensais plus propice au trauma. Là. Imagine, c'est quoi le premier Rocky, si jamais il s'était fait lobotomiser, ça aurait été moins intéressant. Mais... Il aurait peut-être parlé mieux, par contre. non, c'est pas ma guerre. Il s'en va pour Toc Toc le trauma de leur tête et autres mauvaises choses qui auraient probablement plus mérité un exorcisme pour avoir moins d'effets secondaires. Oh. La manière dont Freeman lobotomise maintenant, c'est... Maintenant? Ouais, parce qu'avant, il avait quelqu'un qui faisait des trucs de chirurgical. Ouais. Là, il part et puis il a une sorte de chose que tout le monde appelle un pic à glace, mais c'était un espèce de grosse aiguille à tricoter, comme un petit poignard. Et puis, il la faisait passer par l'orbite, ici, au niveau de... En fait, là où le nez se rejoint et l'arcade sourcilière, il mettait ça au niveau de l'orbite pour que ça puisse passer et que ça rentre directement dans le cerveau. Et puis, en fait, il passait par là, il cassait un tout petit peu l'os qui est derrière, et puis il faisait un mouvement de haut en bas pour que ça coupe. Il faisait levier à l'intérieur de la tête pour que ça coupe, et il n'avait pas besoin d'un chirurgien pour faire ça. C'était quelque chose de vraiment facile à faire, ça se faisait en moins de 10 minutes, pour lui en tout cas, voire 20 minutes pour les autres personnes. Et puis, donc, il apprenait ça à n'importe qui était motivé à l'apprendre pour pouvoir améliorer les choses en santé mentale. Oh. Il faisait ça, genre, dans des cliniques n'importe où, ou bien il faisait vraiment ça dans la vanne? Il faisait ça dans des cliniques n'importe où. OK. Il y a des mythes qui disent qu'il faisait ça dans la vanne, Ouais. mais j'ai rien trouvé qui validait ce propos-là. Pour Ça- vrai, là, je crois que c'est l'inspiration de plusieurs films d'horreur. Là. Un gars qui fait des lobotomies qui se promène en Winnebago dans les années 60 Mhm, avec un crochet qui fait toc-toc dans les cerveaux. mhm. Oui, je sais. Non, c'est terrible. Il va surtout faire ça dans les hôpitaux psychiatriques, dans les CLSC, dans tu sais, les endroits où on soigne les gens, finalement. Ouais. Donc, c'est là qu'il va aller et puis qu'il va leur proposer cette technique-là. Pour lui, en fait, c'est quelque chose qui doit être démocratisé au plus grand nombre. Et puis, ça doit paraître aussi simple que mettre un plâtre autour d'une jambe cassée, finalement. Vas-y, C'est vite genre- fait, c'est tout. T'as Voilà. une dépression? Go, lobotomie. Ouais. T'as une déficience mentale? Go, lobotomie. Bon, manifestement, ça aide pas beaucoup, mais c'est ça. Je vais d'ailleurs te faire lire ce petit passage ici, là. Tu veux que je le lise à voix haute? Ouais, vas-y. Il faisait preuve d'un mépris aventureux pour les formalités médicales habituelles. Il mâchait du chewing gum pendant qu'il opérait et manifestait de l'impatience envers ce qu'il appelait toutes ces conneries de microbes, omettant régulièrement de stériliser ses mains ou de porter des gants en caoutchouc. Ah! OK, c'est vraiment les années 60. Les microbes, c'est une découverte de 1880 quand même, si jamais on va dans le tard. Non, il n'était pas encore né qu'on croyait déjà aux microbes. Des microbes, c'est pas un être céleste, là. Mhm. Il y a des infections, c'est réel. Ça a été prouvé que, à travers les deux guerres, quand même, que c'était assez réel. Mais je pense qu'il aurait soigné la Covid avec une lobotomie. Je sais pas s'il y a autre chose qui va me surprendre dans cette histoire, honnêtement. Je sais juste plus. Quoi d'autre qui m'attend? Mais t'es pas prête. Ah non! Donc il se promène, il opère sur des tables, sur des chaises, il prend la pause pour des photos. D'ailleurs, il a tué un patient comme ça parce qu'il était en train de prendre la pause pendant que l'instrument était à l'intérieur de son crâne. Et puis le patient a bleedé et puis il est mort sur la table. Parfois, il lobotomise 2 patients en même temps. Look, Mom, no hand! C'est exactement ça! Mais voyons! C'est le cirque. Pour moi, c'est le cirque. C'est pour ça que je te disais que peut-être que médecin, c'était pas son calling. Non, dans le fond, Non, un monsieur loyal, parfait. Dans un cirque. Oh! Et puis si jamais les patients veulent être assommés pour pas avoir la douleur, Ouais. parce que des fois, bah, il utilise les électrodes.
OK, donc un choc. Mhm, Et ensuite, un autre choc. mhm. Et ensuite, ben voilà, voici les clés de ta voiture. Tu peux y aller. Non, c'est ça, exactement. Il arrivait dans les hôpitaux et puis il avait une canne et puis un petit goatee là, une barbe en pointe et puis un petit chapeau, puis il était super expressif. C'est sûr que ça a vraiment forgé sa légende de, je sais pas, de psychopathe. Pour vrai, Est-ce qu'il a écrit des livres? malheureusement pas. Ah! Je serais Mais- tellement curieuse. Il a écrit un livre scientifique au début de sa carrière avec Watts, Ah non, mais avec des photos de gens avant et après la lobotomie ouais. que j'ai trouvé sur le net et que j'étais comme genre, c'était vraiment pas génial. Surtout que tu voyais des enfants, donc Oh. c'est trop bien. En l'espace de 10 ans, 18 000 personnes vivent cette procédure aux USA. Mais en 1954, une lueur d'espoir. Le premier antipsychotique médical est accepté par les collèges de médecine pour être utilisé sur les patients. Sous le nom de Thorazine, ça c'est la version qui est vendue. La molécule à l'intérieur, de ce que j'ai lu, c'est c'est une molécule vraiment difficile à prononcer. Attends, je vais essayer. Chlorpromazine. Avec- Chlorpromazine. Où c'est? Chlorpromazine. Ouais, la chlorpromazine. C'est encore quelque chose qui est utilisé aujourd'hui, le premier antipsychotique médical, Ouais. qui laisse pas de lésions au cerveau, que c'est pas un électrochoc, que T'as ça... besoin de pique à glace. t'as pas besoin de mettre quelqu'un dans le coma, bref, dans tous les cas. C'était malade. C'est trop bien, du coup, on va pouvoir arrêter de gratter dans le lobe frontal des gens. Non. On va trouver d'autres raisons, je suis certaine. Allez, allez, allez. Surprends-moi. Quoi? Non? Savez, c'est quoi? Oups. La ménopause? C'est là que se développe le problème principal. OK. Freeman, il n'arrête pas. Ah. Tout le monde laisse tomber la procédure. Ça Ouais. devient vraiment plus... ça devient de plus en plus quelque chose qu'on ne veut pas faire, ou alors qu'on garde pour des cas extrêmes. Lui, pas. Là, ça doit être quoi, fin des années 60 ou début 70? On est... le médicament a été accepté pour être donné aux gens en 1954. OK. Donc tu t'attendrais que normalement en 5 ans ça passe, Ouais. mais c'est pas le cas malheureusement. Pendant 12 ans, il va opérer encore les gens dans des cliniques privées, et prenant beaucoup d'excuses qui n'ont pas de sens pour pouvoir opérer des gens. On lui refuse l'entrée des hôpitaux publics, ça devient difficile pour lui de pratiquer, mais il va continuer à le faire dans des endroits divers et variés. Et par exemple, en 1960, il opère un enfant parce que sa belle-mère le trouve impossible à gérer. Il mange pas ses carottes. Ouais, bah en vrai, c'est ça, c'est juste, il vole des bonbons et puis il laisse le papier derrière lui pour prouver que il a volé le bonbon parce qu'il est malicieux. Mm. Et je suis comme, genre, il y a un enfant qui laisse un papier de bonbons derrière lui après l'avoir mangé. Ouais, c'est un... Donc ouais, c'est ça. La personne qui a été lobotomisée en 1960, il a fait un livre à propos de sa lobotomie et qu'est-ce que ça a provoqué dans sa vie ensuite. Son père s'est jamais excusé. Sa belle-mère est morte à un moment et puis son père lui a juste dit « Ah bah je me suis laissé emporter par ce qu'elle avait à dire. » Mais bref. Mais- Et, il a eu de la chance parce que justement son cerveau n'était pas fini encore. Ben donc non. il a pu développer son cerveau à peu près correctement. Il a eu des problèmes d'inhibition après un petit peu d'agressivité, mais on ne sait pas si c'est lié ou pas. OK, ouais. C'est un peu terrible, mais c'est comme ça. C'est ça. Est-ce qu'on veut savoir le nom du livre, peut-être, qu'on puisse lire son histoire? Il s'appelle Howard Dulles. Howard Dully? Il avait 12 ans et puis il s'est fait lobotomiser. Il a écrit un livre qui s'appelle My Lobotomy. OK, simple comme ça, ouais. Ouais, c'est ça exactement. Et en fait, il a perdu sa mère en 1954. Son père s'est remarié en 1955 et puis en 1960, il se fait lobotomiser. Ça a coûté environ $200 à l'époque, donc à peu près $2000 aujourd'hui. C'est des peanuts, là. Tu fais lobotomiser ton beau-fils parce qu'il te répond pas comme il faut. Mhm. Donc c'est ça. C'est pas génial, à 12 ans. Non. Donc super. Au moins il a survécu. Donc, Howard Dully. En 1967, il effectue une procédure sur une femme pour la 3e fois. Donc c'est la 3e fois qu'il la lobotomise. Elle meurt. Puis là, les gens sont tannés. Il lui enlève le droit de pratiquer la lobotomie. Ben oui, mais il avait déjà pas le droit, là. Bah c'est ça, mais là il est vraiment genre non, ça suffit. Genre, Freeman a lobotomisé, en tout cas de ce que j'ai trouvé, 3439 personnes, Ah! dont 19 mineurs, avec un taux de mortalité de 14%. C'est gros. C'est gros. Mais étrangement, même après, il va visiter ses patients. Il fait un suivi des gens qu'il a lobotomisés. Pour vrai? Il vérifie si jamais ils vont bien. Ça, c'est surprenant. Parce que j'ai l'impression que c'est le côté White Knight. Oui, peut-être que j'en ai tué, mais j'en ai sauvé. Ouais.
Peut-être qu'il s'est toujours accroché à cette idée-là. Mais il était comme complètement. C'est peut-être une petite psychose. Il y avait des délusions quelconques, là. Je sais pas. C'est comme, tu sais, te dire, ah bah ça fait 40 ans que je fais ça, puis finalement c'est de la merde et puis j'ai tué plein de monde. Ça doit être difficile de vivre avec ça, vraiment. Hmm, Donc peut-être qu'il s'est dit, oui, bah, je vais aller visiter avec qui ça s'est bien passé, on va dire. OK. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, il est très connu pour avoir visité tous ses patients et puis prendre soin d'eux, Fou. avec son van à travers l'Amérique. Ouais. Il décédera 5 ans plus tard d'un cancer. OK. Il n'y a pas de lobotomie pour ça, en tout cas. C'est ça, en 1972. A modern day monster Et with a heart of gold. Mais voyons donc. il est vraiment étrange comme personnage. Oui, pour vrai, là. Et puis, il doit avoir été filmé, même. Je pense que oui. Je pense que oui, il a été filmé. Il y a beaucoup de photos de lui. Je n'ai pas été jusqu'à chercher ce genre de choses. Ouais. J'ai beaucoup lu d'articles scientifiques à son propos. Ouais. Moi, j'ai trouvé des trucs vraiment étranges, par exemple, parce qu'en cherchant les psychiatres italiens, je suis tombée sur la psychiatrie punitive de Mussolini, ou pour faire des espèces de saluts fascistes. Ouais, ouais, ouais. Genre, c'était vraiment bizarre. Où on considérait que la personne était guérie à partir du moment où elle arrivait à faire un salut fasciste ou des choses comme ça. C'était vraiment dans les fins fonds d'Internet. Une vidéo avec peut-être 300 vues qui datait des années 1950 et j'étais comme genre 1940. Mais non, J'étais comme- il n'y avait pas d'Internet dans les années 40. Bref, en tout cas, en tout et pour tout, il y aurait eu 40 000 lobotomies aux US, 17 000 en Angleterre, 9 300 en Scandinavie. Donc Norvège, Suède et puis Finlande. Je sais pas combien il y en a eu en France, mais il y en a eu beaucoup aussi. Et au Canada? Au Canada aussi, il y en a eu. Et puis la dernière lobotomie au Canada date de 1970, hein, en tout dans le genre. C'est vrai. Encore aujourd'hui, dans certains... ça a été interdit dans certains États aux États-Unis, mais certains autres États, ils sont comme genre, ben non, c'est comme quelque chose, évidemment, qui est maintenant beaucoup plus encadré. Tu fais pas juste ça parce que le gamin te répond pas quand tu lui parles. Une étude menée par 3 neurochirurgiens français révèle que sur 1129 patients lobotomisés entre 1935 et 1985 en Belgique, France et en Suisse, 84% des sujets étaient des femmes. Ah ah! Ah ah! Et je sais pas si t'as remarqué, c'est une femme que Moniz a lobotomisée en premier, une femme que Freeman a lobotomisée en premier. Mhm. Rosemary Kennedy, c'était une femme également. Ouais. Et il y a eu des hommes. Ah oui. Mais il y a eu surtout des femmes et des enfants qui ont été lobotomisés aussi. Alors pourquoi? Parce que là, on peut avoir toute une discussion autour du consentement. Est-ce que ces personnes-là ont consenti à être lobotomisées? Non. Non, clairement non. Qui a consenti à leur place? Un mari, un père, Un frère, un frère. un gardien masculin. Exactement. Donc, souvent, l'hystérie, c'est cette maladie, À l'hystérie, on parle d'émotion. était soignée aussi par la lobotomie. Mais Donc, oui. c'est sûr que pour le coup, on tombe sur une procédure qui a été faite sur beaucoup de femmes. Même si, pour le coup, j'ai l'impression que Walter Freeman lui-même ne faisait pas de différence. Il faisait ça sur n'importe qui pouvait en avoir besoin. Quand on a fait les recherches, beaucoup posent des questions vis-à-vis de à quel point ça a été utilisé en effet pour calmer, Ouais. pour rendre les gens plus dociles. Pour effacer le problème plutôt que de le traiter ou de le gérer. Absolument. Donc, c'était ça. C'est absolument révoltant, dégoûtant, fascinant et je dirais même galvanisant. Tu utilisais le mot au hasard, c'est pas possible. Non, non, je suis galvanisée. C'est particulier, hein. C'est toute une histoire que la lobotomie, ça permet de réfléchir à vraiment beaucoup de choses comme la place de la psychiatrie à l'intérieur des rapports de domination, aussi le... Tu m'avais promis qu'on parlait de domination. Ben justement, c'est ça dont je te parlais, la domination Ouais. des hommes par la lobotomie des femmes. L'abus de pouvoir, L'abus de pouvoir. l'influence. Je sais pas si ça a eu lieu comme ça aux US, mais en tout cas en France, Belgique et autres, ça, c'est quand même suspect là, quand t'as 85% des femmes. Et quand même peut-être un problème. Peut-être. Peut-être. Tu dis. Genre dire qu'ils avaient inventé des trucs qui ressemblaient plus à des vibros et puis que t'avais le choix, tu sais, avec un peu de chance tu passais sur le vibro, si jamais t'étais hystérique, avec un pas de chance tu passais à la lobotomie. Tu vois. Mais moi ce qui me fascine de Walter Freeman en tant que personnage, c'est vraiment que c'est quelqu'un qui pensait vraiment bien faire au début,
qui s'est perdu en route. Carrément. Et puis, à la fin, on avait l'impression qu'il y avait quand même cette espèce de lueur de « Oh, je fais des choses quand même qui aident les gens », qui Est-ce restait là. est-ce que tu penses que peut-être il se serait peut-être auto-lobotomisé, genre pour... Puis peut-être que ça a tué son sentiment de ce qui est bien, ce qui est mal ou quelque chose? Je pense vraiment pas. Non? Pour moi, c'est presque une tragédie grecque, cette affaire-là, d'ego, de « Ah, faut que je fasse la même chose que mon grand-père Ah ouais. » d'aller chercher quelque part peut-être un traumatisme. Est-ce qu'il a été traumatisé par Sainte Élisabeth? Hmm. Potentiellement. C'est possible. Et puis une désensibilisation aux pertes humaines, oui aussi, tu sais, il a beaucoup travaillé avec des cadavres. Donc, je pense que ça s'explique par son chemin de vie, malheureusement. Et évidemment, 2-3 petites choses derrière qui pourraient expliquer la manière dont il a réagi au niveau de l'ego, au niveau de la manière dont il se mettait en scène, finalement, ce côté un peu cirque qu'il mettait. Showman. Le showman, mais je sais pas, c'est comme particulier. J'ai pas non plus d'informations sur sa consommation d'alcool ou d'autres trucs. Est-ce qu'il y a des livres qui ont été écrits à son sujet, sa Beaucoup. vie et tout? Pour cet épisode, je vais lister toutes mes sources à l'intérieur de la description de l'épisode, comme je fais à tous mes épisodes. Je me suis beaucoup basée sur des livres qui étaient en ligne. J'ai aussi écouté des podcasts sur le lobotomiste en particulier, qui est un livre qui a été fait uniquement sur lui, Wow. qui est assez intéressant. Je l'ai écouté en audio. On peut trouver vraiment beaucoup de choses sur lui à travers Internet. Faut fouiller un peu, mais ça se trouve bien. Parce que c'est quand même quelque chose qui est tellement fascinant que ça a laissé sa trace de manière générale dans la pop culture aussi à travers Ben oui. plein de choses. Donc c'est sûr que il y a beaucoup de choses encore qu'on ne sait pas parce que c'est difficile finalement de se dire ah bah cette personne-là était normale. Hmm. Mais à mon sens, oui, elle est normale. C'est juste qu'il y a des choses qui se sont passées dans sa vie et en même temps une espèce de pression externe qu'il ressentait vis-à-vis de qu'est-ce qu'il devait accomplir. De faire sa propre destinée. Ouais. Donc, je trouve ça fascinant, quelque part. Mais en même temps, c'est sûr que c'est extrêmement dérangeant parce que ils auraient dû l'arrêter plus tôt. Ben oui. Ils Clairement, auraient dû ouais. l'arrêter plus tôt. Ils auraient dû lui dire en 1954, même pas en 1957, même, tu sais, je suis prête à lui laisser 2 ans le temps que ça se mette partout, cette affaire-là. Bah écoute, la lobotomie, une fois que c'est fait, tu peux pas repartir en arrière. C'est carrément... Ça se répare pas. c'est une scarification, ça se répare pas, c'est Non. quelque chose qui est... Mais ça me surprend vraiment, le truc où est-ce qu'il a tué un patient parce qu'il y avait un photographe présent, Ouais. puis le patient est carrément mort. Premièrement, il n'y a pas de licence en Ouais. tant que chirurgien. Il n'a Ouais. pas le droit légalement d'opérer. Ouais, Et puis, il vient de tuer quelqu'un. C'est un meurtre. C'est carrément un meurtre. ouais. Et puis, il a continué à opérer encore plusieurs années après ça. Mhm. C'est incompréhensible. Mais pour vrai, lorsqu'il faisait des opérations comme ça, il y avait plusieurs personnes qui passaient les uns après les autres. Donc du coup, tu sais, il en avait peut-être opéré correctement 5 avant, et puis celui-là est décédé, et puis les gens sont juste comme genre, oh, flûte. Est-ce que l'histoire a été exagérée? Hmm. Je sais pas du tout quoi en penser. Il y a beaucoup de mythes et légendes, parce que ça reste un personnage quand même qui Coloré. est coloré. Hmm. Et en même temps, les gens le laissaient faire parce que bah, les patients en santé mentale, tout le monde s'en foutait aussi. Oui, c'est vrai. On peut avoir une discussion à propos de ça, et c'est particulièrement long. Mais, Et lourd. et lourd, mais les patients en santé mentale, on s'en Personne branle. n'en pensait quoi que ce soit. Hein. C'est pas plus intéressant que des animaux ou whatever, tu sais, donc Ouais. c'est comme, oui, on en a beaucoup, on sait pas quoi en faire, il faut qu'on trouve une solution. Bon, bah, il y en a un qui est décédé, c'est pas grave, il va en sauver 5. Il y a beaucoup de questionnements éthiques là-dedans. Hein. Bah, beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, tu sais, lui, en particulier, on le connaît bien parce qu'il a eu justement cette espèce de renommée, puis ce côté-là dans les médias, mais il y a eu... Puis il a fait quoi 7% des lobotomies dans le monde entier. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est Walter Freeman. Walter Freeman et toute son histoire. Je te remercie d'avoir été avec moi. Merci d'avoir partagé ça. Je vais avoir des cauchemars pour des semaines. Merci. Et ça fait plaisir. Écoute, la prochaine fois que j'ai quelque chose d'autre, je t'appelle. S'il te plaît. On se torture l'un l'autre. Écoute, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne journée ou peu importe ce que vous faites actuellement. On vous fait des bisous
Et puis, on espère que vous ferez pas trop de cauchemars suite à cet épisode sur la lobotomie. Promis, aujourd'hui, ça se fait presque plus. La seule personne lobotomisée que je connais personnellement, c'est mon chat. Et j'ai jamais trop compris comment ça lui était arrivé. On va faire ça comme ça. Bonjour Murmure. Tu te mets pile poil entre les deux humains. Mais bien sûr. Il est parfait comme chat. T'as pris du poids, hein. Ouais, he's fat. Mais il est super. En tout cas, moi, je trouve. Ce podcast-ci, malheureusement, j'ai eu un problème technique avec, un premier problème technique parce que ça n'a pas enregistré avec mon premier invité. Puis pour le deuxième, j'avais mis un micro de backup justement pour éviter le problème. Et puis ça fait qu'il y a quelques 10 minutes du podcast quelque part qui va être un petit peu plus métallique parce que j'ai essayé de rattraper l'audio de mon micro de backup et ça n'a pas fonctionné. C'est les problèmes, c'est les problèmes. Mais vous savez, lorsque j'écoute des podcasts actuellement, il y a pas mal de gens qui commence à avoir très très peur des IA, en fait, de l'intelligence artificielle qui est capable de faire des podcasts relativement facilement maintenant, surtout celle de Google. Et puis, j'ai le bonheur de vous annoncer que, à défaut, mes scripts et ma voix et les invités que j'ai sont totalement humains et puis que ça vient avec tout un tas de problèmes comme la voix de robot que vous allez entendre à un certain moment. C'était une vraie personne à l'origine. J'ai pas réussi à la faire paraître à nouveau aussi belle qu'elle aurait dû. J'ai définitivement besoin d'acheter plus de micros partout. Mais j'essaie de faire de mon mieux, et c'est ça qui est important. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne écoute.